Nous restons sur l'Afrique du Sud où on évoquait donc ces violences xénophobes au Nigeria qui décide de rapatrier 600 de ses ressortissants. David Diababi, vous avez la parole. Et donc je disais tout à l'heure que le drame qui s'est produit en Afrique du Sud a surpris beaucoup d'Africains parce que on se rappelle encore de l'investissement qu'ont fait tous les peuples africains lorsque ce pays était sous le joug de l'apartheid. On a vu un peu comment les gens se sont sacrifiés, les combats, toutes les idéologies politiques qui ont été diffusées partaient en faveur du combat que menait l'Afrique du Sud. Et aujourd'hui que ce pays a été totalement libéré, voilà ce que les Sud-Africains réservent aux Africains qui portent la même couleur de peau. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la raison qu'ils évoquent est incompréhensible. Aucun étranger n'est venu voler le travail des Sud-Africains. C'est des Africains qui sont allés se chercher, qui ont fait preuve de leur intelligence, qui ont mis en valeur leurs compétences pour dénicher ces boulots. Donc, dire que les Africains sont venus voler le travail des Sud-Africains, c'est quand même assez extraordinaire. Et pour cela, il faut leur faire payer ce lourd tribut. Je pense quand même que ces Sud-Africains ont été trop tôt égoïstes et ils ne sont pas reconnaissants par rapport à tout ce que les Africains ont investi comme combat durant toutes ces années au cours desquelles ce pays était placé sous le joug de l'apartheid. Et aujourd'hui, si le Nigeria décide de rapatrier, je pense que ce pays a fait preuve d'une certaine hauteur, d'une certaine responsabilité, parce que le premier devoir de tout peuple, de tout gouvernement avec son peuple, c'est de protéger ses fils lorsque ces derniers se retrouvent dans des situations dramatiques comme celui-là. Alors aujourd'hui que le Nigeria a commencé à rapatrier, c'est un signal fort, c'est un message fort, et on annonce déjà aussi que le président nigérian va se rendre très prochainement en Afrique du Sud pour discuter avec son homologue sud-africain et avoir des réponses à toutes les questions qui sont posées. Maintenant, pour les autres formations politiques, s'ils n'ont pas réagi, c'est parce que ces partis politiques ont estimé aujourd'hui être tous responsables de la situation de précarité que subissent les Sud-Africains aujourd'hui. Alors justement, Marc Abouflan, dans le contexte actuel, puisque en 2008, on a eu cette vague de violence, on l'a eu également en 2015, on l'a en 2019, ça devient un cycle qui revient à chaque fois. C'est un échec des gouvernants. Oui, bien évidemment, c'est un échec, pas des gouvernants, mais de l'ANC, qui est aujourd'hui à peu près le parti État qui gouverne l'Afrique du Sud depuis 1994, qui sont sortis de l'apartheid. Et donc, l'ANC a, à mon avis, instauré et instrumentalisé cette violence. Vous savez, l'ANC, de ses germes, a toujours été un parti violent, même du temps de l'apartheid. On se rappelle même de l'équipe de football qui protégeait à l'époque Winnie Mandela. Et cette violence, à mon avis, n'a totalement pas disparu des rangs de l'ANC. On se rappelle aussi de comment un certain Julius Malema a été écarté de l'ANC. L'ANC est resté, tout en étant un parti État, un parti violent, un parti au discours violent, un parti qui prône la violence. Et ce qui se passe aujourd'hui, cette xénophobie, et David l'expliquait un peu tout à l'heure, c'est que il y a un véritable échec des gouvernants pour répondre au véritable problème des Sud-Africains. Le premier problème étant le problème d'emploi, le problème de chômage. Et puis, ajouter à ça un certain nombre de crises dans les secteurs porteurs de l'économie sud-africaine, notamment la crise dans le secteur des mines et la crise dans le secteur des pétroles. Et donc, ce gouvernement passéiste-là, pour répondre à ces crises perpétuelles et surtout à ce manque d'emploi-là, n'a trouvé mieux que de jeter en pâture les étrangers à leur population, même si ça ne s'est pas fait activement. Il y a eu une certaine participation passive et de tout le gouvernement, de tout l'appareil ANC à cette croyance populaire qui aujourd'hui existe en Afrique du Sud et qui veut faire croire que ce sont les étrangers qui accaparent l'Afrique du Sud. Mais on oublie derrière, au-delà du combat qu'ont mené les étrangers pour la sortie de l'apartheid, on oublie également l'apport des étrangers au développement de l'Afrique du Sud. Si l'Afrique du Sud aujourd'hui est la seule nation africaine parmi les 5 nations émergentes dans le monde, ce qu'on appelle les BRICS aujourd'hui, c'est justement parce que la diaspora africaine a participé à cette construction de l'Afrique du Sud. Et l'ANC aujourd'hui aussi a
est en perte de solution pour l'Afrique du Sud. On se rappelle de toutes les crises depuis l'époque Zuma. Ces crises-là perdurent en fait. Et faute de réponse adéquate, on met les étrangers en particulier, ce qui est une posture dangereuse. Mais d'autres pays ont également des problèmes de chômage, de pauvreté et tout, mais ne s'en prennent pas forcément aux étrangers pour ça. Bon, il faut dire que généralement la tendance est que les gens s'en prennent aux étrangers. Hein, les accusent peut-être, mais oui, sans les accusent, voilà, mais pas s'en prendre physiquement. Ouais. Ça dit que les gens ont tendance, parce que les étrangers, quand ils arrivent, ils sont obligés de réussir. Ils ont quitté chez eux pour venir, donc ils travaillent dur. Et quand ils réussissent, les autres qui sont chez eux et qui ne fournissent pas les mêmes efforts se disent, ben voilà, ils viennent, ils nous piquent le boulot qu'on devrait faire. Alors que, en fait, ils ont les mêmes opportunités. Eux, ils ont même d'ailleurs plus d'opportunités parce qu'ils sont chez eux. Donc, dans la plupart des pays, on a tendance à s'attaquer un peu à l'étranger qui réussit. Quand il y a des problèmes, on dit, ben, tout ça, ça commence, on a vu un peu comme la Deuxième Guerre mondiale et tout ça, avec les Juifs, tout ça, donc, un peu partout. Je dis, ben voilà, c'est les étrangers. Partout, on va vous dire, ben voilà, c'est les Ibo, voilà, c'est les Libanais, voilà, c'est les Chinois, voilà. Donc, c'est facilement, on a cette tendance. Mais ne s'exprime pas avec cette violence-là. Hein, on essaie de ruminer ça. Hein, même en Occident aujourd'hui, quand vous allez en France, un peu partout, on n'aime pas beaucoup les étrangers. On se dit, ben, ils viennent. Vous savez, aujourd'hui, les Français qui n'ont pas de boulot. Le boulot que les Africains prennent, certains Français auraient voulu les prendre aujourd'hui. Ils ne les ont pas. On a vu un peu les gens de l'Est, après la chute du mur de Berlin, qui sont venus. Donc, ça fait que les nationaux, au début des boulots qu'ils refusent de faire, les autres le font. Et après, ils n'ont pas de boulot. Ils pensent que donc la tendance est réelle dans presque tous les pays, même aux États-Unis. On vous dira, ben, quand on s'attaque à certaines minorités, bon, il y a un peu ce sentiment-là de xénophobie un peu partout. Mais l'illustrer avec une telle violence, moi, je crois que c'est pas supportable. Surtout de la part d'un peuple qui a vécu l'apartheid. Et aujourd'hui, Marc et David le disaient, et donc ces Noirs-là qui sont arrivés au pouvoir ont échoué. Ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas ramené la prospérité pour les Noirs qui pensaient à une Afrique du Sud qui revienne entièrement aux Noirs. Malheureusement, l'économie de ce pays-là est restée aux mains des Blancs, des Afrikaners, des Indiens, tout ce que vous voulez. Donc, les Noirs... De bonne guerre, dirait-on. Voilà, les Noirs n'ont pas véritablement profité. Ça a été une déception. Mandela n'a pas fait mieux. Bon, c'est vrai, il n'a pas fait longtemps. Ses successeurs n'ont pas changé grand-chose. Et donc maintenant qu'on ne peut pas s'en prendre aux Blancs qui sont de la même nationalité qu'eux, on s'en prend aux autres étrangers. Et donc ça aussi, je pense que c'est un peu malheureusement le Noir qui veut être considéré comme la victime, alors qu'il se rend compte que les autres sont des Noirs comme lui, qui sont venus sans rien, se sont installés, ont travaillé, ont réussi, mais les autres sont là, ils pensent que c'est l'État qui doit pouvoir parce que ce sont les Noirs qui sont au pouvoir. Et donc aujourd'hui, la classe politique, en tout cas, qui se fonde sur cet électorat noir-là, a de la peine à condamner. Quand Julius Malema a tenté de condamner, mais il a semblé encore dire que c'est parce que les Blancs, pendant longtemps, il a redirigé la colère sur les Blancs. Sur les Noirs, et que cette violence-là exercée par les Blancs font qu'aujourd'hui, ces Noirs, c'est une excuse plate qu'ils trouvent à ces Noirs-là, au lieu de leur dire la vérité, que faites comme vos frères qui sont venus des autres parties de l'Afrique et qui s'en sortent. Mais ce discours-là ne passe pas, donc on joue sur cet électorat-là, on veut l'entretenir, on le laisse toujours croire que c'est l'étranger, parce qu'avant l'étranger c'était le blanc, mais le blanc est devenu sud-africain. Donc aujourd'hui l'étranger, ce sont les autres Noirs qui arrivent, et donc je pense qu'il faut avoir à un moment le courage de changer cette mentalité-là. Et on est vraiment déçus parce que c'est vraiment une grande déception quand on voit les tendances sur ce qui se passe. Ça veut dire que certains, même moi j'écoutais un confrère là, togolais qui a fait une analyse, il disait
qu'il ne faut pas que les Sud-Africains noirs fassent regretter au reste de l'Afrique la fin de l'apartheid. J'ai trouvé que c'était une très belle réflexion, parce qu'aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi on peut s'en prendre aux autres Africains qui ne sont pas forcément mieux lotis, qui ne sont pas venus avec des avantages énormes, mais qui ont exploité cette terre d'opportunité-là qu'est l'Afrique du Sud et qui s'en sortent. David, je pense aussi que ce regret demeure toujours depuis très longtemps, parce que c'est pas la première fois que les étrangers africains se retrouvent en face de ces situations dramatiques. Vous savez, l'Afrique du Sud aujourd'hui, c'est tout un peuple cosmopolite. Il y a plein de nationalités. Il y a des Chinois, il y a des Indiens, il y a même des Anglais, des Européens qui sont aujourd'hui, qui vivent sur le territoire et qui travaillent tous les jours. Alors la question qu'on se pose, c'est de savoir pourquoi ces Sud-Africains ne s'en prennent pas aux autres nationalités qui sont venues aussi de l'extérieur, des frontières de ce pays, et choisissent de s'en prendre aujourd'hui aux Noirs. Les Noirs qui sont résidents là-bas et qui se sont sacrifiés pour sortir la tête du lot aujourd'hui, ont compris la nécessité de s'investir. C'est pour cela qu'ils sont arrivés à ce niveau. Alors, si aujourd'hui ces Sud-Africains s'en prennent à ces étrangers, je dis non, le combat n'est pas là. Le combat devait normalement se diriger contre les gouvernants. Aujourd'hui, le constat a dégagé qu'il y a trop de promesses qui ont été faites par l'ANC quand ils étaient arrivés au pouvoir. C'est vrai, c'était sous Mandela, il a fait un mandat, il est parti. Jacob Zuma est arrivé, les autres ont suivi. Mais les promesses étaient tellement mirobolantes que les Sud-Africains avaient pensé que c'était le paradis qui leur était proposé. Mais très vite, ils se sont rendus compte que c'était du bluff et ils se sont retournés un peu contre leurs dirigeants. Et cette situation aussi est la conséquence directe de la longévité de l'ANC au pouvoir. C'est vrai que l'ANC portait les espoirs des Sud-Africains, mais aujourd'hui, cette formation politique a prouvé ses limites. Regardez déjà les différentes dissensions au sein de cette formation politique, les départs et tout le reste là. Aujourd'hui, l'ANC ne porte plus les espoirs de tous les Sud-Africains, et donc pour matérialiser cela, les Sud-Africains s'en prennent aujourd'hui aux étrangers. C'est quand même assez extraordinaire. C'est en cela je rejoins Germain quand il dit oui, beaucoup d'Africains aujourd'hui regrettent d'avoir pris position pour l'Afrique du Sud. Des gens auraient aimé aujourd'hui laisser les Sud-Africains dans cette situation. Vous savez, l'homme le plus riche en Afrique du Sud, c'est un blanc. C'est un blanc qui est je pense après Dangote, c'est lui qui suit la seconde personnalité en termes de milliardaires en Afrique. Voilà, c'est un blanc. Alors pourquoi on ne s'en prend pas aux autres, et pourquoi c'est s'appelle Rupert Oppenheimer. Voilà, pourquoi c'est aux Noirs africains? Il y a même eu un rapport de Madame la médiatrice de la République sud-africaine qui a montré comment une famille indienne, les Gupta, ont capturé toute l'économie, capturé l'État sud-africain. Et c'est ce qui a fait partie les vrais responsables de la situation. C'est ce qui a fait partie de l'ancien président Zuma. Zuma. Voilà. C'est ce qui a fait partir Zuma. Il y avait un scandale financier qui a éclaboussé les dernières années de son mandat, et tout il est parti. Alors les cibles sont ailleurs, mais aujourd'hui on s'en prend. On comprendrait si on s'en prend aux étrangers, parce qu'il y a plusieurs manières de le faire, mais aller jusqu'à opérer des violences. On a vu des images, on a vu des vidéos, c'est quand même assez extraordinaire. On ne peut pas se permettre de brûler des êtres humains juste parce que vous les accusez d'avoir pris votre travail. C'est pas normal. Et que quand ça se passe sur le territoire africain, ça pose une réflexion profonde. Oui. Sur cette question de violence xénophobique, moi j'excuse encore le peuple sud-africain qui, par-delà l'histoire, même a prouvé qu'elle n'était pas très, très ancrée dans l'histoire, qu'elle n'avait pas une bonne connaissance des principes et des préceptes. Notez, pour un pays comme l'Afrique du Sud, qui est le pays le plus développé du continent africain, 50% de la population est analphabète. C'est dire encore qu'il y a des disparités au sein de cette population-là. Et à mon avis, on le dit encore... refonder la société sud-africaine. Pas refonder forcément, mais il faut peut-être changer le discours, parce que vous savez, c'est sur cette population-là, c'est sur cette base électorale noire-là, mais qui n'a pas grande connaissance, qui n'a pas un grand niveau de culture, c'est sur elle que l'ANC fonde sa base. Et c'est pour ça que malgré tous les scandales qui ont secoué l'ANC depuis la fin de l'apartheid, elle a demeuré le parti majoritaire. Et j'expliquais tout à l'heure que l'ANC fonde aussi sa doctrine sur cette violence envers l'étranger. Parce que l'ANC, manifestement, a prouvé qu'elle n'avait pas de solution. Au sein même de l'ANC, en tant que parti-État, on a un groupuscule de personnes qui détiennent le haut du pouvoir et qui s'acoquinent à des Blancs
qui détiennent tout, qui peuvent se permettre tout, qui ont tous les privilèges. Mais à côté, on a le bas peuple qui n'a rien, qui copie dans la misère et qui se dit héritier de Nelson Mandela et donc qui doit détenir le pouvoir de fait. Donc, à mon avis, au-delà peut-être de cette refondation, il faudra un véritable travail de sensibilisation. Ça fait 3 fois que ces violences xénophobiques reprennent en Sud-Afrique. Mais qu'a fait l'État sud-africain depuis les 2 dernières fois pour prévenir cette violence? Rien. Qu'a fait les associations, les ONG pour prévenir? Parce que quand vous allez même en Afrique du Sud, c'est un État contrasté où vous avez des grandes cities, de grandes towns, à côté duquel il y a de véritables bidonvilles. Mais tout ce contraste-là, il n'y a rien qui est fait pour empêcher ça. Il n'y a aucun effort de sensibilisation, aucun effort d'éducation de la population. Et moi, je pense que c'est véritablement dans ça qu'on va essayer. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de tout ce qui est, tout ce qu'on peut dire comme... Et tout ce qu'on peut condamner, condamnation aujourd'hui, et le véritable problème, c'est ça. C'est cette partie du peuple sud-africain-là qui sont à la base, pour la plupart, des ouvriers dans les secteurs comme le pétrole, dans les secteurs comme le mine, des secteurs qui, ces années, subissent de longues crises. C'est un certain nombre de personnes qui n'ont pas, qui ne sont pas allées à l'école, qui n'ont pas un niveau donné, et donc qui sont perméables à ce discours de violence qui est permanent au sein de l'ANC. Ce discours-là, on a des gens qui sont détenteurs de ce discours-là, mais qu'on ne sanctionne pas non plus. On a vu comment Julius Malema a été sanctionné parce qu'il tenait ce discours de violence envers les Blancs. Mais quand ce même discours de violence est tenu envers les Sud-Africains eux-mêmes, envers une partie de Sud-Africains, ou encore envers d'autres Africains, on ne voit pas la même réaction au sein du comité de discipline de l'ANC. C'est ça aussi. Et parce que si l'ANC ne prend pas ses responsabilités aujourd'hui, si le gouvernement ne prend pas ses responsabilités, on aura beau crier, on aura beau condamner, 2-3 ans, peut-être même dans une année, ces violences vont reprendre de plus belle. Nous passons maintenant au second sujet rapidement, c'est l'Algérie. Les autorités tentent d'étouffer la contestation, arrestation, dispositifs policiers dissuasifs, restriction des libertés de réunion et d'expression. Les autorités algériennes serrent le vis contre le mouvement de contestation du régime dont l'Algérie est le théâtre depuis le 22 février dernier. C'est ce que dénonce Human Rights Watch. Les autorités ont arrêté des gens qui ne faisaient que brandir un drapeau ou une pancarte. Elles ont emprisonné un ancien combattant de la guerre d'indépendance parce qu'il avait critiqué l'armée, empêcher des réunions de partis politiques et d'associations et bloquer un site d'information de premier plan, énumère l'Organisation de défense des droits humains dans un communiqué reçu à Alger. Germain Pouli, il était quand même à un moment donné temps que le pouvoir, en tout cas l'armée, sévisse face à ces multiples manifestations. Bon, sévisse peut-être légalement. Donc si on se sert de la loi, pour limiter les dégâts. Donc, on ne peut que saluer. Et je pense que c'est ce que tentent donc de faire les autorités algériennes. Sauf que là, c'est une ONG des droits de l'homme donc, qui attire l'attention sur ces dérives-là qui risquent de porter finalement préjudice à la démocratie et aux droits de l'homme donc, dans ce pays. C'est vrai qu'il y a eu trop de désordre et quelquefois on a pu dénoncer cette exagération-là des manifestants par moment, mais il y a eu des arrestations, donc il y a eu aussi des mouvements qu'on dit ne pas être purement des mouvements de contestation, donc il y a eu des personnes arrêtées qui sont jugées et qui risquent d'être condamnées pour de lourdes peines pour ce qu'ils appellent atteinte à l'intégrité donc, du territoire, donc notamment ceux-là qui affichent certains drapeaux donc, lors des manifestations. Et il y a eu aussi un peu cette restriction des libertés au niveau de la presse. On sait que plusieurs journalistes ont été priés gentiment donc, de quitter le territoire, ont été expulsés. On sait que certains sites internet, vous le disiez tout à l'heure, sont parfois inaccessibles donc, et bloqués. Mais ça, c'est à craindre parce que c'est la liberté d'expression qui est touchée. Maintenant, est-ce que c'est des mesures exceptionnelles parce que nous entrons un peu dans des temps exceptionnels
par rapport à ce qui se passe. Là, il appartient aux autorités algériennes donc d'apprécier l'opportunité de cette décision-là. Mais heureusement qu'il y a des organisations comme ça pour tirer la sonnette d'alarme. Mais une chose est là, les droits de l'homme sont là, mais à côté des droits de l'homme aussi, il y a la survie de l'État. Et parfois, quand on met ces deux tendances dans la balance, les autorités penchent beaucoup plus pour la stabilité et la sécurité. Je pense que c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister en Algérie. D'accord. David Jagbavi, en tout cas, cette manière de l'armée, des autorités, d'étouffer la contestation, ça montre que les manifestations de février jusqu'à maintenant n'ont pas fait bouger les lignes quant aux libertés et tout. Les Algériens n'ont pas acquis plus de liberté. Oui et non, parce que aujourd'hui il y a quand même cette liberté d'expression. Les Algériens facilement arrivent à sortir dans les rues. Ça fait 30 semaines, 30 semaines un peu légèrement, que ces Algériens manifestent tous les jours pour demander des réformes profondes au sein de l'appareil politique. Il y a eu déjà un premier succès, un premier acquis avec le départ de Bouteflika. Mais aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est l'autre côté c'est l'autre revers de la médaille, c'est que l'armée qui aujourd'hui est celui qui a l'effectivité du pouvoir, parce que le président intérimaire, il est là, on ne le sent pas, on ne le voit pas, il ne réagit pas. C'est le chef d'état-major qui fait des sorties, qui impose des décisions aux manifestants. Et donc, cette armée a compris que la goutte d'eau risquerait de faire déborder le vase si on continue de laisser les manifestants tous les vendredis sortir dans les rues pour organiser des manifestations. Donc c'est en cela que cette armée tente d'amoindrir les dégâts en imposant ces restrictions. Aujourd'hui, l'Algérie et le peuple algérien entier a compris que seules ces sorties massives et populaires dans les rues pourront peut-être faire fléchir les gouvernants. S'ils sont arrivés à faire partie de Bouteflika, c'est parce qu'ils ont cru en ces différentes manifestations, et ils continuent toujours de croire que les manifestations pourront faire plier l'actuel gouvernement en place. La question principale et primordiale aujourd'hui, c'est l'organisation des élections. Mais est-ce que les conditions sont réunies pour que ces élections puissent être organisées? Les Algériens n'ont pas peur d'aller aux élections. Ils l'ont dit, ils veulent aller aux élections, mais ils proposent que ces élections soient organisées dans de meilleures conditions, dans de bonnes conditions pour casser la rupture, pour éviter de se retrouver encore dans l'ère de Bouteflika. Et c'est ce que l'armée ne veut pas accepter, parce que l'armée, quelque part, lorgne aussi le pouvoir et se dit que c'est le moment pour elle d'arriver à gérer les affaires du pays. Mais ça montre quand même, Marc, que l'armée veut reprendre la main. L'armée a la main. Et quand on dit que l'armée veut reprendre la main, ça donne l'impression qu'à un moment donné, l'armée a perdu la main. L'armée, dans le dossier tunisien, algérien n'a jamais perdu la main. Vous savez, ce qui se passe en Algérie, c'est l'armée qui, depuis toujours, a géré le pouvoir, que ce soit sous l'ère sous l'ère du président qui Bouteflika. Donc ce qui s'est passé, c'est que pendant cette contestation-là, nous savions tous qu'à un moment donné, il fallait que Bouteflika parte. Pas seulement parce qu'il y avait cette contestation, mais aussi à cause de son âge, qui était très avancé. C'était quelqu'un qui était véritablement incapable de conduire le pays. Et donc, depuis toujours, c'est l'armée qui avait les règles. L'armée a tenté d'opérer un changement stratégique à la tête du pouvoir. Et la contestation vient un peu peut-être bouleverser les plans de l'armée de porter quelqu'un de leur choix à la tête du pays. Mais ce qui se passe, c'est que la contestation va continuer, va être réprimée par l'armée. L'armée va organiser les élections comme elle l'entend pour placer à la tête du pays quelqu'un qu'il contrôle, quelqu'un qui pourra servir ses intérêts. Les Algériens ne peuvent pas se permettre le luxe de penser aujourd'hui que demain il y aura des élections dans des conditions, comme on dit, transparentes, vraiment démocratiques, qui permettent à une personnalité neutre ou à une personnalité qui n'a aujourd'hui jamais été dans les sérails du pouvoir, d'arriver au pouvoir. Il faudrait, et ça je pense que c'est le profil même que cherche l'armée avant d'aller à une élection, quelqu'un que facilement les manifestants pourront accepter
mais qui est véritablement du sérail, qui pourra préserver, garantir les intérêts de l'armée et de tous les barons. Et je pense que c'est là véritablement le bras de fer. Si et l'armée et les manifestants, et s'ils engagent un dialogue et qu'ils arrivent à s'entendre sur ce minimum, je pense que ça va éviter les blessés et les décès qu'on a à chaque contestation. Mais finalement, Germain, quand on regarde aujourd'hui l'attitude des autorités de l'armée, on se demande qu'est-ce que les manifestants ont obtenu in fine? Les manifestants ont obtenu déjà le départ de Bouteflika et d'une bonne partie de son entourage. Ils ont quand même obtenu des arrestations, même si ce n'est pas une véritable lutte, c'est un début de lutte contre la corruption et contre ceux-là qui ont siphonné l'économie algérienne. Même si on peut penser par endroits que c'est de la poudre aux yeux, mais il y a eu véritablement des signaux dans ce sens. Donc on peut le mettre à l'actif des manifestations. Mais après, je pense qu'il faut aussi passer à la démocratie, parce que la démocratie est claire. En cas de vacance du pouvoir, il faut tenir les élections. Et ça, les gens ne sont pas prêts à ce que, d'abord, ils ont contesté la succession constitutionnelle par voie constitutionnelle avant de l'accepter finalement. Maintenant, ils ont contesté le délai prescrit par la Constitution pour aller aux élections. Donc, on rentre un peu dans une situation un peu exceptionnelle. Et donc, à partir de ce moment-là, l'armée peut mettre un peu les institutions en berne et prendre le contrôle de la situation. C'est justement le rôle d'une armée, même si ce n'est pas clairement défini dans la Constitution. C'est ce qui se passe quand l'autorité politique a perdu de sa force. C'est l'armée donc qui vient au devant, même si on voit qu'il y a des autorités politiques civiles qui semblent gérer le pouvoir politique. La réalité du pouvoir est entre les mains de l'armée. On ne peut pas dire que les contestations n'ont rien obtenu, mais elles ne peuvent pas tout obtenir. À un moment, il faut pouvoir s'arrêter, il faut pouvoir rentrer dans le cadre légal et jouer démocratiquement avec les risques d'une élection frauduleuse, mais en tout cas, il faut aller à cette élection et constater après si...